Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est May Valraven, directrice de l'impact chez Innovafeed, une entreprise française spécialisée dans l'alimentation à base d'insectes, vient d'être certifiée Bicorp. Notre débat il sera consacré aux entreprises à impact. Justement, peuvent-elles vraiment changer le monde? On en parlera avec Isabelle Gromette qui publie un livre sur ce thème et avec Nicolas Narcisse, vice-président exécutif d'Avas Paris, dont les salariés ont créé New Deal. New Deal, c'est un cercle de réflexion consacré à la transformation des entreprises. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Corail Artefact et ses actions pour reconstituer les barrières de corail en danger. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour May Valraven, bienvenue. Vous êtes donc directrice de l'impact chez Innovafeed. Innovafeed, je le disais en titre, qui vient d'être labellisé Bicorp et qui vient aussi de réaliser une nouvelle levée de fonds de 250 millions d'euros. On y reviendra évidemment en détail. Quelques chiffres pour commencer. Innovafeed, plus de 350 collaborateurs, la plus grande capacité de production d'insectes au monde avec 2 sites de production en opération et un 3e annoncé aux États-Unis. 450 millions d'euros de financement sécurisé. Mais je vais commencer par une question de curieux. Ça ressemble à quoi une ferme de production d'insectes ? Alors, il faut imaginer un espace vertical. Donc, on essaie d'optimiser l'espace qu'on va utiliser pour générer des nouveaux ingrédients durables. En entrée, on a des coproduits des agro-industries, comme coproduits de l'éthanolerie, de la transformation du blé, du maïs. Donc, on va recycler ces coproduits pour nourrir nos insectes. Puis, en sortie, on a plusieurs types d'ingrédients, de la protéine, de l'huile, des fertilisants qui viennent supporter des nouvelles chaînes alimentaires durables pour nourrir le monde de demain. Oui, évidemment, on va détailler ça. Donc une ferme verticale avec, c'est quoi, c'est des mouches ? Alors nous, on élève une espèce particulière. Une seule espèce de mouche, c'est ça ? On s'est concentré sur une espèce à la fois pour son profil en nutriments, mais aussi pour son efficacité. Donc c'est la mouche soldat noire. Elle a 2 cycles de vie, un peu comme un papillon. Son premier cycle de vie, c'est une larve. Et donc nous, on va principalement élever cette larve. Et puis son 2e cycle, c'est en tant que mouche. On a quelques mouches pour la reproduction, mais principalement on se concentre sur l'élevage des larves. Alors vous annoncez une démarche de la ferme à l'assiette, vous l'avez un peu évoqué là, mais ça veut dire quoi précisément ? Alors, l'idée, c'est vraiment de re-rentrer dans une démarche de chaîne alimentaire qui soit naturelle, qui soit durable. Donc, si on pense à de multiples espèces comme les poissons, les volailles, les cochons, ils mangent de l'insecte dans la nature. Et donc, nous, on va réintégrer cet aliment dans leur nutrition. Donc, nous, on va avoir cette approche circulaire où on va chercher à valoriser des biomasses qui, aujourd'hui, n'ont pas de valeur pour les nourrir à nos insectes. Ensuite, collaborer avec des fabricants d'ingrédients, des éleveurs de saumon, de volailles, et puis aller jusque dans les supermarchés pour communiquer sur cette démarche. Donc, on a, par exemple, en France, un partenariat avec Auchan de filières durables où on va mettre en avant les truites, les volailles, les porcs qui ont utilisé de l'insecte. D'accord, parce que pour l'instant, on est bien d'accord, c'est l'alimentation animale, la truite, la volaille, le porc. Vous êtes passé d'une... Enfin, la truite, j'ai lu ça, c'était 2018, volaille 2020, le porc 2021. Il y a d'autres filières animales qui potentiellement sont en gestation, si j'ose dire. Oui, alors on étudie la crevette, c'est aussi un invertébré comme les insectes, et donc il y a beaucoup de parallèles entre les espèces, donc on voit beaucoup de bénéfices à l'insecte dans l'alimentation de la crevette. Et puis demain, évidemment, l'alimentation humaine. Mais aujourd'hui, le déficit en protéines, il est particulièrement marqué pour l'alimentation animale. Donc, par exemple, en Europe, on importe 70% de nos protéines pour l'alimentation animale, principalement du soja. Donc on vient remplacer par une alternative locale. Le mois dernier, Innovafeed a été labellisé Bicorp. Alors c'est un label exigeant. Ça a supposé quel processus, quels efforts pour obtenir ce label ? Alors c'est un processus qui est long d'abord. On a mis 3 ans à obtenir cette certification. J'ai eu 2 enfants entre-temps. Oui, le parallèle est intéressant. C'est dire l'exigence. Voilà. Et
donc c'est un label très exigeant parce qu'il va au fond des choses, donc il essaie de comprendre à quel point l'impact est lié à l'ADN de l'entreprise, et puis aussi qui est très exhaustif, donc on va regarder des sujets comme la sécurité des employés, mais aussi les émissions carbone, l'impact sur l'eau, donc il y a plus de 280 questions sur lesquelles il y a un niveau de profondeur qui amène cette exigence. Donc c'est un processus exigeant, on l'a déjà dit plusieurs fois avec d'autres entreprises labellisées Bicorp sur ce plateau, mais c'est aussi, c'est pas un aboutissement. Je pense que c'est intéressant d'expliquer la démarche parce que là vous avez une base de départ en quelque sorte. Vous allez vous évaluer régulièrement autour de ce label Bicorp. Exactement, donc c'est presque une baseline qui nous permet d'avoir une image de notre impact aujourd'hui, de voir là où il y a des marges d'amélioration. Et donc en parallèle, on a mis en place tout un système de gouvernance avec un comité d'impact qui a des experts externes qui nous aident à piloter notre stratégie. On a mis aussi en place une équipe interne de sponsors impact qui ont une roadmap ambitieuse sur 3 ans. Et donc ce label, il est renouvelé tous les 3 ans, mais il faut pouvoir démontrer de l'amélioration sur plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a eu un levier plus compliqué que les autres à activer pour obtenir ce label ? Alors, ils ont un système assez intéressant qui s'appelle les Impact Business Model. Et donc, c'est de comprendre en quoi notre business model est intrinsèquement lié à l'impact qu'on va générer. Donc, Innovafeed, on a 3 piliers de notre business qui sont des Impact Business Model. Le fait qu'on va recycler des ingrédients, le fait que... Donc ça, c'est les coproduits de l'agriculture, notamment. Voilà. Le fait qu'on va fournir des ingrédients durables et qui sont des alternatives à d'autres ingrédients qui ont des impacts forts sur les ressources, comme les protéines de poisson qui impactent la pêche, les protéines de soja qui impactent la déforestation. Donc, on propose une alternative durable. Et puis enfin, ça fait vraiment partie de notre mission d'être au service de la sécurité alimentaire de demain. Donc, ces 3 piliers, c'était... assez crucial de pouvoir démontrer le lien entre notre business model et l'impact qu'on délivre. Alors, vous l'avez évoqué, mais vous avez analysé le cycle de vie de vos produits. Ils font économiser évidemment du CO2 en comparaison des alternatives dont vous parliez. À quel point ? Alors aujourd'hui, donc quand on recycle ces coproduits, on évite une phase de séchage de ces coproduits qui est très intense en termes d'énergie et qui nous permet d'économiser par site environ entre 50 000 et 60 000 tonnes de CO2 par an. Donc chaque site aura le potentiel d'éviter cet impact sur le changement climatique. Oui, alors je le redis parce qu'on a déjà fait des émissions sur les coproduits, mais les coproduits, c'est un autre mot pour dire des déchets de l'agriculture en fait. Tout à fait. Alors il y a plein d'utilisations possibles, mais en voilà une qui est effectivement intéressante. Tiens d'ailleurs, vos déchets, vous produisez des déchets, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Non, alors on a 0 déchet puisque notre insecte, on va le transformer en 2 produits qui sont de la protéine et de l'huile, qui vont nourrir les saumons, les animaux d'élevage en général. Et puis les déjections de nos insectes, on va les transformer en fertilisants qui vont servir à la nutrition des plantes. Et en fait, ça va nous permettre de créer une vraie boucle puisque ces plantes vont être à la base des agro-industries dont on va recycler les coproduits. C'est pour ça que vous parlez de symbiose industrielle ? Oui, alors la symbiose industrielle, ça va au-delà, exactement, où on va colocaliser nos fermes d'insectes avec ces agro-industriels. Et donc, on va mettre en place un système de pompe et qui permet de envoyer les coproduits directement sur notre usine sans avoir ce transport. Et puis, on va pouvoir recycler leur énergie aussi, qui est de l'énergie fatale pour chauffer nos locaux et avoir le moins d'impact possible. Donc ça, c'est par exemple, vous êtes autour de Compiègne, c'est ça ? Tout à fait. Donc vous vous êtes installé là parce que vous saviez qu'il y avait un tissu agricole qui était cohérent. On est colocalisé avec un site de Tereos, donc ils ont une amidonnerie, et donc on est à quelques centaines de mètres de leur amidonnerie, et on a construit un système de transport entre leur usine et la nôtre. C'est donc, quand je disais, il y a un 3e site annoncé aux États-Unis, et peut-être que ça nous amène d'ailleurs à cette nouvelle levée de fonds de
250 millions d'euros en série D qui a été réalisé au mois de septembre. Donc vous l'avez choisi comment, le site américain? De la même façon? Exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir répliquer cette symbiose industrielle. Donc on a regardé des centaines de sites dans le monde qui puissent nous apporter à la fois les coproduits et l'énergie nécessaire pour être dans un modèle le plus vertueux possible. On a vu une centaine de sites, dont en Asie du Sud-Est, en Europe, aux États-Unis. Puis aux États-Unis, il y a toute cette corn belt où ils ont la production de produits à base de maïs. Et donc, c'est une source de coproduits très profonde. Donc, on va être situé dans le sud de l'Illinois, cette fois près un site de transformation de maïs d'ADM. D'accord. Dernière question, vous l'avez évoqué aussi, mais sur finalement le marché de croissance, c'est-à-dire l'alimentation humaine, parce que ce marché des protéines à base d'insectes, il est évidemment en pleine croissance. La prochaine phase, c'est de convaincre les humains, de nous convaincre d'en consommer, sous différentes formes d'ailleurs, ça existe déjà. Hein, mais Oui, alors on est convaincu qu'il y aura un marché, il n'est pas encore très mature. Aujourd'hui, on se concentre sur 2 étapes qui sont tout ce qui est barrières législatives pour s'assurer qu'on ait les bonnes normes et de sécurité autour de nos ingrédients. Et puis l'autre aspect, c'est le développement de produits. Comment on crée un ingrédient qui ait un goût, une texture qui va permettre de faire des produits intéressants pour les humains. Vous êtes déjà en train d'y travailler? Oui, on a des barres protéinées, on a des falafels à base d'insectes. Je peux vous inviter pour une dégustation. C'est sympa, pourquoi pas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, merci Maëval Ravenne et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré justement à la communauté des entreprises à impact positif. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Isabelle Grosmaître, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Goodness & Co et vous publiez Entreprises à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. C'est dans la collection New Deal Télémac. Nicolas Narcisse, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vice-président exécutif d'Avas Paris. New Deal, c'est un think tank, un cercle de réflexion dédié à la transformation positive des entreprises. Et vous venez de lancer une première collection de livres sur ce thème. Donc vous êtes l'éditeur, en quelque sorte, non, mais je dis ça pour blaguer, d'Isabelle Grosmaître. En tout cas, il y a des valeurs et des objectifs qui sont évidemment communs. Qui sont ces nouveaux leaders? Là, vous les avez rencontrés, c'est assez varié, j'ai regardé ça. Oui, c'est assez varié. Et peut-être, j'ai envie de... Ce livre, c'est surtout le témoignage, en fait. Le témoignage qu'il se passe quelque chose. Qu'on est vraiment à un point de bascule. Et je crois fondamentalement, en fait, que ces leaders isolés, dont on parlait aussi, ces leaders éclairés qui étaient autrefois isolés sont devenus un mouvement. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, quelle que soit la taille des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, elles n'ont plus le choix que de démontrer leur impact dans la société. Ça va plus loin que de la notion de créer du sens, bien sûr. C'est la notion d'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je crois même en fait, que seules les entreprises ayant un impact positif prospéreront. Parce qu'elles seront choisies. Oui, alors ça, c'est un élément intéressant, je trouve. Alors, il y a plein de points communs, mais il y a cette idée de vouloir concilier de la performance et un impact positif. Parce que sinon, si on est là, oui, super, on fait de l'impact, mais si on disparaît au bout de 3 ans, ça ne sert à rien. Donc, il y a ce point commun chez eux? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que les dirigeants, ou les leaders, quels qu'ils soient, pas forcément dirigeants, sont conscients. Tout le monde, je crois, a connaissance des grands défis, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la justice sociale, l'érosion de la biodiversité. On a tous conscience de ça. Oui, mais à des degrés divers. Hein. Je reçois souvent ici des participants à la Convention des entreprises pour le climat qui disaient que le point de départ, la première réunion, ils se voyaient une fois par mois, c'était une claque climatique. Et ils disaient, on est conscient, mais pas à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je crois que tout le monde n'est pas totalement conscient de l'urgence. Oui, je vous rejoins totalement. Oui. Mais ce livre, c'est, je crois, qui je suis d'abord. C'est un témoignage enthousiaste qui veut montrer que c'est possible. Parce que ces leaders éclairés, oui, ils ont conscience de cette problématique. Ils ont envie d'y arriver. Et aujourd'hui, la principale question... c'est plus le pourquoi, c'est est-ce que j'y vais un peu beaucoup à la folie? Pas du tout, non, c'est plus ça aujourd'hui. C'est comment j'y vais. Et comment j'y vais pour de vrai.
C'est ça, en fait. Ouais. Avec cette idée de partager, évidemment, des bonnes pratiques. On va y revenir. Nicolas Narcisse, il faut peut-être expliquer rapidement ce qu'est New Deal, parce que ça part des salariés, des collaborateurs d'Avas Paris. Oui, exactement. En fait, c'est parti d'un constat. Le premier, c'est que nos clients, qui sont des grands groupes en général, industriels ou dans le domaine des services, sont en train de faire cette bascule. Parfois par vision, parce qu'ils ont des dirigeants qui ont compris qu'il allait se passer quelque chose et ils veulent être aux avant-postes de cette transformation. Et puis beaucoup, par pragmatisme, parce que le système, qu'on le veuille ou non, il est quand même aussi en train de basculer. Par réglementation aussi. Notamment par le poids de la réglementation. Il ne faut pas minimiser le poids de la réglementation. Le poids de la réglementation, le poids des nouvelles normes financières, le poids de l'opinion publique qui pèse aussi beaucoup, le poids des salariés qui cherchent du sens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est vrai que avec Isabelle, on en parle souvent, on a le sentiment on est dans un point de bascule. La question maintenant, c'est l'accélération. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi avoir créé New Deal chez Havas ? Nous, on essaye d'adapter au quotidien. On a envie de s'engager dans cette transformation positive de l'économie parce qu'on y croit. On croit que c'est le nouveau paradigme de demain. Et évidemment, on a envie, nous qui sommes au cœur de l'économie française, évidemment, d'accompagner nos clients dans cette grande transformation. Et on s'est rendu compte que nos collaborateurs, d'abord, étaient en questionnement. C'est complexe, cette transformation. On a parlé d'impact. Si on pouvait simplement parler d'impact, la vie serait merveilleuse. Mais simplement, il faut réussir à la concilier avec ce que doit faire une entreprise, c'est-à-dire créer de la valeur. Et cette transformation des modèles économiques, il faut que nous, on la comprenne. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir changer les gouvernances des entreprises, il va falloir changer les modes de fonctionnement, l'organisation, les modes de production, etc. Et c'est de ces questions-là qu'on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à nos clients de venir nous raconter ce qui marche chez eux, les idées des nouveaux leaders, les nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre, parfois aussi leurs échecs, il faut qu'on les comprenne pour pouvoir mieux les accompagner. Je pense que c'est important parce que le mauvais chemin ou la fausse route, en étant plein de bonne volonté, ça existe. Complètement, on peut faire basculer son modèle dans la mauvaise direction en pensant prendre la bonne. Donc pourquoi en faire aussi de l'édition ? Pourquoi accompagner des livres aussi ? Justement pour partager ces bonnes pratiques ? Exactement. Alors, et aussi parce qu'on s'est fixé comme objectif avec New Deal, qui est maintenant devenu un réseau de plusieurs centaines de personnes qui inclut une partie de nos clients, des leaders économiques, des gens de l'économie sociale aussi, tous ceux qui participent finalement à leur manière à cette transformation positive de l'économie. Nous, on a de leçons à donner à personne sur ces sujets-là. Mais en revanche, notre position aujourd'hui, la position d'Havas dans l'économie, dans la société française, nous donne un point d'observation fabuleux. Et on veut en faire profiter chacun et partager ces bonnes pratiques. Notre objectif, c'est de diffuser ces nouvelles idées qui sont en train d'infiltrer le monde économique, de partager ces nouvelles pratiques, mais aussi de souligner, de mettre en lumière, de mettre un coup de projecteur sur les nouveaux leaders, sur les leaders, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours nouveaux, qui sont en train d'avoir des idées nouvelles, etc. Et cette collection, et je remercie Télémac de s'être associé à cette initiative, c'était précisément de pouvoir donner la parole à ces leaders qui sont aux premières loges ou qui agissent sur cette transformation positive de l'économie. Isabelle Grommetsch, je retiens l'idée, vous dites réseau ou communauté, on peut employer ce terme aussi. C'est ce qu'on retrouve aussi finalement dans votre livre, parce que vous nous avez dit, ils étaient isolés. Ils ne le sont plus vraiment maintenant, donc ils ont le sentiment, ces leaders, de faire partie d'une communauté, justement ? Je pense qu'il faut reconnaître que transformer les modèles, c'est pas si facile. Il faut du courage. Ça, c'est un point fondamental, cette vertu essentielle. Le courage du dirigeant, mais pas que. Et il y a plein de formes de courage. Mais j'y reviendrai. Le problème, c'est que qui que vous soyez, quelle que soit la taille de votre entreprise, la réalité, c'est que vous n'allez pas transformer le monde. C'est pourtant le titre de votre livre. Vous pouvez changer le monde parce que vous allez vous allier avec d'autres. Je crois que la coopération est devenue la nouvelle norme. Et en fait, ce livre, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas de baguette magique pour réussir ces transformations, que personne, aucun dirigeant, aucune organisation n'a tout juste. Mais on peut apprendre de ces leaders éclairés, de ces entreprises qui sont en avance de phase, sur des cas où elles ont démontré un impact extraordinaire. Et justement, en rassemblant cette communauté de leaders, on peut y arriver. Vous avez un exemple en tête ? Bon, vous avez travaillé longtemps chez Danone, mais je vais vous interdire de citer celui-là. Je dirais que peut-être... J'ai envie de citer plusieurs choses. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, et vous le voyez tous les jours dans les leaders que vous interviewez, je crois que définir une raison d'être, elle est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, 75% des entreprises du CAC 40 ont défini une raison d'être, mais seulement 20% l'ont inscrit dans les statuts. La raison d'être, elle ne peut pas être déclarative. Non, je ne crois pas, moi.
La deuxième chose, c'est comment cette raison d'être peut être une véritable boussole stratégique pour nos décisions du quotidien, de business review, de comité d'investissement, d'évaluation des talents, de recrutement, etc. Évidemment, j'en ai plein en tête, mais je peux citer par exemple le groupe Bell, qui a vraiment réconcilié performance et impact dans l'ensemble de ses décisions et de ses actions au quotidien. Ou je peux citer aussi, bien sûr, des entreprises qui ont choisi des modèles émergents, qui sont le modèle d'entreprise à mission ou le modèle B Corp, par exemple. Bien sûr, toutes les entreprises ne vont pas devenir B Corp ou entreprise à mission, mais c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'ils amènent à la réflexion et à replacer la raison d'être au cœur du modèle. Ouais. Et là-dessus, par exemple, j'aime beaucoup, il y en a plein, mais dans le livre, vous avez Pascal Desmurger, par exemple. Sûr. Qui a notamment... La Maïf. Bien sûr, avec la Maïf, assureur militant, mais au-delà de son activité, qui a décidé pendant le Covid de reverser 100 millions d'euros aux sociétaires. C'était un pari quand même très courageux. Sur la prime auto, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes de garder cette prime auto à un moment où les gens n'utilisaient pas leur voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la même année, il a, alors que ce n'était pas l'intention initiale, il a récupéré plus de 100 000 nouveaux clients. Ça, c'est un exemple. En France, on a aussi B Corp. Oui. B Corp, c'est une certification internationale. On en parlait longuement dans la première partie de l'émission avec InnovaFeed. Oui. Et c'est un autre modèle, et c'est un modèle qui est aussi très intéressant parce qu'en fait, quand on parle d'impact, c'est pas l'impact vis-à-vis de soi-même, c'est l'impact qu'on a dans le monde vis-à-vis de ces différentes parties prenantes. Et en France, on a par exemple Chloé, une marque dans le luxe, qui a choisi d'être la première dans l'univers de luxe d'aller vers ce standard. Nicolas Narcisse, vous avez organisé, c'était à la fin du mois de septembre, une semaine, une New Deal Week. Donc l'idée, c'était effectivement de faire vivre ce réseau, cette communauté, partager les bonnes pratiques. Ça dépend quand même de tout ce dont on parle. Ça dépend quand même aussi, et on aurait presque dû commencer par là, de l'acceptabilité de cette transformation par les citoyens, les consommateurs. Est-ce que c'est votre rôle et le rôle des entreprises de la rendre désirable finalement, cette transformation ? Oui. Je ne veux surtout pas, à travers ce qu'on fait chez Havas, laisser croire que c'est la communication qui va changer l'économie. C'est faux. En revanche, sans la communication, on a beaucoup plus de mal à le faire, voire c'est impossible. D'abord, on a un rôle, nous, les communicants, de changer les représentations. Une toute simple, on l'a évoqué, Bell est un très bon exemple pour ça, c'est qu'est-ce que c'est que performer aujourd'hui ? Est-ce que c'est parler que simplement de son taux de croissance et de son dividende et du bénéfice réalisé, ou est-ce que c'est aussi d'y intégrer tous les efforts qu'on a faits pour rendre son business, son activité plus acceptable dans un monde où on est face à des enjeux climatiques, où on est face à des fléaux. Je pense que nous devons, nous les communicants, notamment les gens qui font de la communication financière chez nous, on a ce devoir de convaincre nos clients, de raconter aussi, d'intégrer dans ce qui fait la performance d'une entreprise aussi les efforts qu'ils font pour réduire le CO2, etc. Et expliquer parfois pourquoi c'est difficile aussi, mais de montrer qu'ils sont dans ce mouvement-là. La deuxième chose que la communication peut faire, c'est que des leaders éclairés, des leaders visionnaires, on en rencontre. On a la chance d'être aux premières loges pour pouvoir faire leur connaissance, mais on voit que s'ils n'arrivent pas à convaincre leurs actionnaires, s'ils n'arrivent pas à mobiliser leurs collaborateurs, s'ils n'arrivent pas à recruter des nouveaux talents, il faut des nouveaux profils aussi pour changer les modèles, s'ils n'arrivent pas à avoir l'opinion publique avec eux, voire parfois les pouvoirs publics, ils n'y arrivent pas. Il faut créer un contexte aussi pour que ces transformations puissent s'opérer. Et ça, les communicants, nous, on a ce pouvoir de le faire. On a ce pouvoir d'accompagner nos clients dans la préparation du contexte aussi pour que ces transformations puissent s'opérer normalement. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart, entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde, collection New Deal, et c'est chez Télémac. Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec Jérémy Gobet, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Corail Artefact, vous êtes artiste et chef d'entreprise. Vous mettez au point des solutions pour permettre au corail de se régénérer. La dimension artistique, c'est forcément ce qui nous titille. Elle intervient où, comment dans votre activité ? Alors elle intervient soit en amont, soit en fin de course, c'est-à-dire que pour la réalisation d'œuvres,
je vais faire le constat qu'il y a des matériaux, par exemple, qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas biosourcés ou en tout cas pas respectueux de la nature. Donc là, je vais commencer à les développer et je me dis, tiens, cette matière que j'ai développée pour l'art, elle peut avoir peut-être possiblement une répercussion sur d'autres domaines. Et sinon, l'inverse, c'est-à-dire que je vais développer, par exemple, pour le corail, un matériau ou un process, et pour lui donner une visibilité sensible et une concrétisation matérielle, je vais en faire une œuvre. Donc c'est vraiment en amont et en aval. Les deux aspects. Il y a déjà des solutions corail artefact qui sont commercialisées. Lesquelles ? Alors en fait, il faut imaginer que le projet, il découle de 2 innovations que j'ai développées, un biopolymère 100% écologique, ce qui n'existait pas encore, et un béton écologique. De ces 2 matériaux, en fait, j'ai développé différentes solutions concrètes. Et donc, on a une première solution qui est aujourd'hui brevetée. Le brevet est délivré. C'est une solution de bouturage. En fait, le bouturage, c'est très simple. C'est la manière de régénérer les récifs la plus utilisée depuis plusieurs années. C'est on casse un fragment de corail qu'on va repositionner sur un récif ou un support artificiel, et le corail va cicatriser, grandir et régénérer le récif ou développer une nouvelle colonie. Sauf que c'est fait avec de la colle époxy et sur des supports plastiques ou béton. Donc on essaie de sauver le corail avec ce qui le tue. Donc l'idée, c'était justement à partir de mon biopolymère de développer un système à partir d'impression 3D. Donc il y a le matériau et en même temps un design intelligent qui fait qu'on n'a plus besoin de colle, et en fait la bouture est enfichée dans ces systèmes et il suffit ensuite de le Alors, placer. est-ce que c'est celui qui est inspiré de la dentelle du Puy-en-Velay ? Alors la dentelle, c'est une autre solution. Ouais. Cette solution, elle est plutôt, alors elle est complémentaire au bouturage, et c'est une partie de la restauration corallienne qui est moins étudiée, qui est la reproduction sexuée. En fait, le corail pond des larves. C'est assez magique. En plus, c'est une fois par an avec une certaine pleine lune. Et en fait, ces larves, une fois pondues, elles vont voyager, etc. Et ensuite, elles vont retomber, se fixer à nouveau sur le récif et régénérer la partie vivante du récif. Sauf qu'on estime que sur 100 larves, il n'y en a que 30 à peu près qui vont survivre et qui vont faire cette régénération. À cause du réchauffement climatique et des enjeux de dégradation des récifs, c'est plus assez, ce rendement naturel. Donc l'idée de la dentelle, c'est un support qui va capter plus de larves et donner un coup de pouce à la nature. Alors il reste encore du développement, parce que l'idée, c'est de s'inspirer de la dentelle, mais justement travailler le biopolymère que j'ai imaginé en dentelle. Donc on a tout un système encore en cours de déploiement. On a fait beaucoup d'essais depuis 2018, lancement du projet dentelle, et je pense qu'on sera à un prototype prêt courant de l'année prochaine. Qui sont vos clients ? Parce qu'il y a déjà une commercialisation. Par exemple, je sais pas, ça peut être un parc naturel, un port. Qui sont vos clients ? Alors la typologie de clients, elle est vaste. Ça va effectivement des grands centres de recherche, par exemple, parce que l'avantage des solutions que je développe, c'est que c'est des matériaux écologiques. Donc il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on peut faire des tests scientifiques avec ces matériaux de manière sûre et de manière écologique. Donc il y a déjà cette première partie qui est plutôt un marché de haute valeur ajoutée, voilà. Et ensuite ça peut être aussi tous les aquariophiles, parce que il y a énormément d'amateurs de coraux qui ont leurs aquariums chez eux et qui veulent aussi des solutions écologiques. Et ensuite il y a toutes les associations ONG aussi de restauration sur le terrain. Donc on est vraiment sur ces trois typologies de clients. Et ensuite ça peut être aussi du développement sur mesure. Ouais. Un mot très rapide sur le constat. Le corail, c'est la maison d'un quart des animaux marins menacés par le réchauffement, l'acidification. Il est juste central dans l'équilibre de l'océan, on peut dire ça ? De l'océan et même de la planète, j'ai envie de dire, parce qu'un de ses rôles dont on ne parle pas assez, c'est aussi la création d'oxygène. C'est-à-dire que comme la forêt amazonienne, le corail filtre le CO2 et crée de l'oxygène. Donc ça, c'est important pour l'air qu'on respire. On en a parlé cet été avec la saturation des océans et des mers. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément médiatique, mais qui est important. Et ensuite, effectivement, c'est un abri de biodiversité incroyable. Alors, les chiffres sont difficiles à avancer, mais on estime entre 25 et 50% minimum de tout ce qui vit dans l'eau vit grâce au corail. Donc effectivement, c'est très important. D'où l'importance de Corail Artefact. Merci beaucoup, Jérémy Gobet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.